En passant devant la jardinière, le millionnaire aperçut son pendentif et resta figé. Le même pendentif que sa bien-aimée portait avant de mourir il y a 20 ans. Le soleil de la Riviera française brillait avec intensité en ce matin de mai. Gaspard Delacroix quitta son bureau, accablé par une visioconférence qui s'était prolongée bien plus que nécessaire. À 51 ans, le magnate de l'immobilier avait bâti un empire à partir de rien. Mais ni les dizaines d'immeubles de luxe portant son nom, ni sa fortune à 9 chiffres ne parvenaient à combler ce vide persistant qui l'accompagnait depuis plus de 20 ans. Il avait besoin d'air frais. Il desserra sa cravate italienne et se dirigea vers les vastes jardins de sa villa. Perché sur les collines de Marseille, le parfum des roses nouvellement écloses l'accueillit comme un baume pour son esprit saturé de chiffres, de contrats et de négociations. « Bonjour, monsieur Delacroix », salua Camille Moreau, la jeune jardinière qu'il avait embauchée à peine 3 mois plus tôt. « Bonjour Camille, je vois que les nouvelles roses fleurissent à merveille. » La jeune femme, âgée de 23 ans à peine, sourit avec satisfaction tout en continuant à tailler délicatement les rosiers. Ses mains expertes travaillaient avec une précision que Gaspard admirait. Il y avait quelque chose en elle, dans sa manière de se mouvoir, qui lui semblait étrangement familier. Elles ont exactement la couleur que Madame Lorraine a demandée pour la fête de bienfaisance, répondit Camille en essuyant la sueur de son front du revers de la main. Les roses corail sont capricieuses, mais je crois que nous avons trouvé la teinte parfaite. C'est alors que cela arriva. En se penchant sur un rosier particulièrement fourni, une chaîne glissa du cou de Camille et resta suspendue devant elle. Le soleil méditerranéen frappa directement le pendentif accroché à la fine chaîne d'argent. Un éclat vert émeraude éblouit momentanément Gaspard. Le monde entier sembla s'arrêter. Gaspard connaissait ce bijou, la fleur de lotus en argent, incrustée d'une émeraude en son centre. Il reconnaissait chaque courbe de ses pétales finement ciselés. Chaque reflet que la pierre précieuse projetait sous la lumière, c'était un modèle unique, commandé spécialement pour Valérie, murmura-t-il involontairement, la voix brisée par l'émotion. Camille leva les yeux, surprise. « Pardon, monsieur. » Gaspard s'avança, comme hypnotisé, le visage pâle comme s'il venait de voir un fantôme. En un sens, c'était vrai. Le pendentif était exactement le même que celui qu'il avait offert à Valérie Marchand pour leur dernier anniversaire ensemble, avant l'accident qui l'avait emporté à jamais. Valérie, l'amour de sa jeunesse, morte enceinte de 6 mois sur cette route de Cassis, une nuit d'orage. Valérie, dont le corps n'avait jamais été retrouvé dans la mer déchaînée. Ce pendentif, dit-il, incapable d'achever sa phrase. Camille le saisit instinctivement entre ses doigts, avec un geste protecteur que Gaspard ne manqua pas de remarquer. « Vous l'aimez, c'est mon porte-bonheur », dit-elle avec un sourire, qui s'effaça en voyant la mine bouleversée de son patron. « Vous allez bien, monsieur Delacroix ?» Gaspard tenta de se ressaisir. Il inspira profondément avant de demander, d'une voix tremblante qu'il s'efforçait de maîtriser, « Où as-tu trouvé ce pendentif, Camille ?» La jeune femme hésita un instant, comme si elle se demandait si elle devait révéler quelque chose d'aussi personnel. « Ma grand-mère me l'a donné pour mes 15 ans, répondit-elle enfin. Elle m'a dit que c'était le seul souvenir que ma mère avait laissé avant de disparaître. » Gaspard sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ta mère ?» demanda-t-il, redoutant et espérant la réponse à la fois. « Valérie Marchand », répondit Camille, observant avec curiosité la réaction de son employeur. « Je ne l'ai jamais connue. C'est ma grand-mère qui m'a élevée seule. » Ces mots tombèrent comme un éclair. Le magnate chancela légèrement, s'appuyant contre le tronc d'un olivier voisin. Valérie portait ce même pendentif quand sa voix se brisa. Quand l'accident est arrivé, elle était enceinte. D'une fille. Cette fois, ce fut Camille qui pâlit. Le sécateur glissa de ses mains et se planta dans la terre humide. « Que dites-vous » murmura-t-elle, les jambes tremblantes. « Que peut-être je... » Gaspard déglutit, incapable de formuler les mots qui allaient tout changer. « Je crois que je pourrais être ton père, Camille. » Le temps sembla suspendu dans les jardins de la villa Delacroix. Seul le chant lointain des cigales rompait le silence. Tandis qu'ils tentaient tous deux de saisir la portée de cette révélation, depuis une fenêtre du 2e étage, Lorraine Dufresne observait la scène, le cœur battant à tout rompre, à 49 ans. L'élégante épouse de Gaspard avait perfectionné l'art de garder son calme en toutes circonstances. Mais à cet instant,
Ses mains serraient les rideaux si fort que ses jointures en étaient devenues blanches, elle reconnut immédiatement le pendentif, le même qu'elle avait vu au cou de Valérie Marchand pendant des années. À l'époque où Lorraine, simple secrétaire de Gaspard, observait avec une jalousie maladive le bonheur du couple, le même pendentif qui aurait dû reposer au fond de la mer, avec sa propriétaire, un frisson parcourut son dos lorsqu'elle vit l'expression sur le visage de son mari. Ce regard, cette intensité, elle ne les avait plus vus depuis 23 ans. « C'est impossible », murmura-t-elle pour elle-même. « Elle est morte. Je m'en suis assurée. Mais la preuve était là, brillant sous le soleil de Marseille. Le passé que Lorraine croyait avoir enterré à jamais venait de refaire surface. Et il menaçait de détruire tout ce qu'elle avait construit avec une précision méticuleuse pendant plus de 2 décennies. Elle saisit son téléphone d'une main tremblante et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. « Germain. »« C'est moi, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Nous avons un problème. L'histoire ne s'est pas terminée comme nous le pensions. » Pendant ce temps, dans le jardin, Camille reprenait peu à peu des couleurs. « C'est insensé, » dit-elle en secouant la tête. « Ma mère est morte il y a longtemps. C'est ce que nous avons tous cru, » répondit Gaspard, retrouvant sa détermination. « Mais maintenant, il faut connaître la vérité. Nous devons la connaître à cet instant. » Tandis que le pendentif d'émeraude scintillait entre eux comme un pont entre le passé et le présent. Père et fille se regardèrent vraiment pour la première fois. 2 étrangers, unis par un lien invisible qui avait survécu à la trahison et au temps. La pluie battait violemment contre les grandes fenêtres du bureau privé de Gaspard. Le temps avait changé brutalement depuis la révélation survenue dans le jardin, comme si le ciel lui-même voulait se synchroniser avec la tempête qui agitait désormais sa vie. « J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur Valérie Marchand, » dit Gaspard à l'homme assis en face de lui, un quadragénaire aux yeux perçants et à l'expression impassible. « Sans limite de dépenses ni de ressources, Étienne. C'est vital. » Étienne Rousseau acquiesça tout en prenant des notes dans un carnet de cuir usé. Ce n'était pas la première fois qu'il travaillait pour Gaspard Delacroix, mais jamais encore il ne l'avait vu aussi bouleversé. « Une piste de départ, à part le nom ?» demanda le détective. « L'accident a eu lieu sur la route côtière de Cassis, il y a presque 24 ans, » répondit Gaspard, la voix légèrement tremblante. « Une nuit d'orage, octobre 2001. Son corps n'a jamais été retrouvé. » Étienne continua d'écrire, habitué à séparer les faits de l'émotion. « Et la jeune femme, Camille Moreau, je dois d'abord confirmer qu'elle est bien ma fille. » Gaspard fit glisser une enveloppe fermée sur le bureau. « Voici des échantillons d'ADN pour les 2. Je veux les résultats au plus vite. Et en toute discrétion. » « Compris. » Étienne rangea l'enveloppe dans sa mallette. « Autre chose que je devrais savoir. » Gaspard se leva et s'approcha de la fenêtre, observant les gouttes de pluie déformer la vue de ses jardins. Pendant un instant, il revit ce dernier appel téléphonique avec Valérie, un souvenir qu'il avait enfoui au plus profond de sa mémoire depuis des années. « Oui, il y a quelque chose, » murmura-t-il. « Quelques jours avant l'accident, Valérie m'a appelé. Elle était nerveuse, effrayée. Elle m'a dit qu'elle se méfiait de quelqu'un, qu'elle ne se sentait pas en sécurité. L'appel s'est coupé avant qu'elle puisse m'en dire plus. J'étais à Londres pour conclure une affaire importante. » Il serra les poings. « Je n'y ai pas prêté attention. J'ai cru que c'était les nerfs liés à la grossesse. » Étienne observa son client avec un nouvel intérêt. « Vous avez une idée de la personne dont elle se méfiait ? » « Non, » répondit Gaspard. Mais un éclat de doute traversa son regard. « Commence par le plus évident. Vérifie tout lien possible avec mon épouse actuelle, Lorraine Dufresne. C'était ma secrétaire à l'époque. » Le détective hocha la tête sans surprise. Les secrets familiaux étaient sa spécialité, et il était rare qu'il soit étonné des soupçons que les riches nourrissaient envers leur propre entourage. « Je m'y mets dès ce soir, » conclut-il en se levant et en serrant la main de Gaspard. « Vous aurez bientôt de mes nouvelles. » Pendant ce temps, dans un café discret du vieux port de Marseille, Lorraine remuait nerveusement sa tasse de café sans y toucher. La pluie formait un rideau parfait pour ce rendez-vous, maintenant les curieux à distance. En face d'elle, un homme corpulent d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et au visage fermé, l'écoutait en silence. « Je veux savoir exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. »« Germain, » insista Lorraine, « tu m'avais assuré que tout était réglé. » Germain Lefebvre, ancien chauffeur de confiance de la famille Delacroix, jeta un regard autour de lui avant de se pencher vers elle. Les freins ont lâché exactement où il fallait.
Dans le virage le plus dangereux, la voiture a plongé dans la mer. Avec cette tempête, c'était impossible qu'elle survive. Sa voix était à peine audible. Personne n'a rien remis en question. On a parlé d'un tragique accident. Alors, comment expliques-tu que sa fille soit en vie ?» siffla Lorraine. Et avec ce maudit pendentif, je n'en sais rien, admit Germain en se frottant le visage fatigué. Peut-être que Valérie a accouché avant l'accident et qu'elle a confié le bébé à quelqu'un. Impossible. Elle en était à 6 mois quand. Lorraine s'interrompit brusquement. À moins qu'elle ait survécu. Un silence lourd s'abattit sur eux. La pluie redoubla, martelant la toile du café. Si elle a survécu, où était-elle toutes ces années ? Demanda Germain. Lorraine planta sur lui un regard froid et calculateur. C'est précisément ce que nous devons découvrir avant Gaspard, si elle est en vie. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous deux ce que cela signifiait. 23 ans de mariage, une position sociale, une fortune. Tout pouvait s'effondrer si la vérité éclatait. « Tiens-moi informé de chaque mouvement de Gaspard », ordonna Lorraine, « et surveille cette jardinière. Il ne faut pas qu'il découvre quoi que ce soit, à la villa de la Croix. » Camille regardait la pluie tomber depuis le petit appartement qu'elle occupait dans les anciennes écuries rénovées. Elle tenait le pendentif entre ses doigts, comme elle l'avait fait des milliers de fois. Mais aujourd'hui, elle le contemplait autrement. Était-ce possible ? Gaspard de la Croix, le magnate pour lequel elle travaillait depuis 3 mois, pouvait-il être son père biologique ? La coïncidence paraissait trop parfaite, trop romanesque. Et pourtant, cela expliquerait tant de choses. Elle avait toujours ressenti un vide inexplicable, comme si une partie de son histoire avait été effacée. Sa grand-mère, Marie, lui avait peu parlé de Valérie. Seulement qu'elle était une femme courageuse, forcée de disparaître pour protéger son enfant, promettant de revenir un jour qui n'était jamais arrivé. La sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. « Allô ?» répondit Camille. « Mademoiselle Moreau ?» La voix grave de Gaspard semblait différente. Plus chaleureuse. « Pourriez-vous venir demain matin à la maison principale ? Nous devons discuter de certaines choses. »« Bien sûr, monsieur Delacroix, » répondit-elle, tentant de garder un ton professionnel malgré le tourbillon d'émotions. « Et Camille ?» ajouta-t-il après une courte pause. « Apporte le pendentif, s'il te plaît. » L'appel se termina, la laissant partager entre l'impatience et la crainte. Cette même nuit, alors que la pluie continuait de frapper Marseille, Lorraine feuilletait de vieux albums photos dans son boudoir privé, des images de son mariage avec Gaspard, de vacances à Saint-Tropez, de galas de charité, la vie parfaite qu'elle avait construite avec une précision méthodique depuis plus de 20 ans. Un éclair illumina la pièce, la faisant sursauter pendant une fraction de seconde. Elle crut voir dans le miroir le reflet d'une autre femme. Cheveux sombres, yeux verts perçants, Valérie. Lorraine referma violemment l'album. Ce n'était pas du remords qu'elle ressentait. Elle n'en avait jamais eu. Pour elle, éliminer Valérie avait été un acte d'amour. De survie, Gaspard était destiné à être à elle, pas à cette bohémienne professeure de littérature qui l'avait séduit avec sa fausse innocence. « Tu ne me le reprendras pas », murmura-t-elle au miroir. « Pas cette fois. » Elle se dirigea vers un petit secrétaire en bois sculpté dans un coin du dressing. De ses mains expertes, elle actionna un mécanisme caché qui révéla un compartiment secret. À l'intérieur, dans une boîte de velours noir, reposait un petit flacon contenant un liquide transparent, accompagné de plusieurs photos anciennes de filature. Valérie entrant dans son appartement, Valérie à l'école où elle enseignait, Valérie enceinte, le ventre déjà arrondi. Lorraine effleura le flacon avec un sourire inquiétant. Cette fois, je m'en assurerai personnellement, à des centaines de kilomètres de là. Dans un petit appartement d'Annecy, une femme aux cheveux grisonnants et au visage apaisé se réveilla en sursaut. Hélène Fournier, comme l'appelaient ses élèves et ses voisins, se redressa dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Elle avait rêvé de la mer déchaînée, de la route sinueuse de Cassis, du moment précis où elle avait pris la décision qui avait changé sa vie à jamais. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas eu ce cauchemar. Les mains tremblantes, elle alluma la lampe de chevet et ouvrit le tiroir de la table de nuit. À l'intérieur, dissimulé sous des papiers et des livres, se trouvait un vieux découpage de journal jauni. La photo montrait un Gaspard de la Croix plus jeune, souriant, recevant un prix d'entrepreneur. L'empire de la Croix poursuit son expansion.
disait le titre. « Mon amour », murmura-t-elle en effleurant le visage sur la photo. « Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose a changé ?» Le matin se leva sous un ciel limpide, comme si la tempête de la veille avait lavé Marseille de tous ses secrets. Camille monta les marches de marbre de la demeure principale, le cœur battant à tout rompre. Le pendentif d'émeraude reposait sur sa poitrine, plus lourd que jamais. Julien, le majordome des Delacroix, l'accueillit avec sa courtoisie habituelle, bien que Camille perçût dans son regard une curiosité inhabituelle. « Monsieur vous attend dans la bibliothèque, mademoiselle Moreau », annonça-t-il en la guidant à travers les couloirs de la maison. Camille était déjà venue à la demeure principale, mais toujours pour des affaires liées au jardin, jamais dans la bibliothèque. Ce sanctuaire où Gaspard passait des heures à travailler ou simplement à contempler la mer, lorsque les portes de bois sculptées s'ouvrirent, Gaspard se tenait déjà là, debout près des grandes fenêtres. La lumière matinale dessinait sa silhouette sur le fond bleu de la Méditerranée. Il se retourna en l'entendant entrer, et Camille remarqua qu'il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. « Merci d'être venue, Camille », dit-il en désignant un canapé de cuir. « Je t'en prie, assieds-toi. » Sur la table basse reposait une grande enveloppe cachetée. Gaspard s'assit en face d'elle, ses gestes lents, mesurés, comme si chacun lui demandait un effort immense. « J'ai reçu ceci il y a 1 heure », commença-t-il en désignant l'enveloppe. « Ce sont les résultats de l'analyse ADN. » Camille retint son souffle. En 24 heures, elle était passée du scepticisme à l'espoir, puis à la peur. Voulait-elle vraiment savoir? Et si Gaspard Delacroix était effectivement son père biologique, que changerait cela? « Vous l'avez ouverte ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Gaspard secoua la tête. « Je voulais que nous le découvrions ensemble », répondit-il en saisissant l'enveloppe. « Quel que soit le résultat, nous méritons de le savoir en même temps. » Ses doigts trahirent de son trouble lorsqu'il rompit le sceau et sortit un document portant l'entête d'un laboratoire privé. Son regard parcourut rapidement le texte, s'arrêtant sur la conclusion. Le papier trembla légèrement entre ses mains. Compatibilité de 99,998%, lut-il à voix haute. Lien de paternité confirmé. Le silence qui suivit semblait contenir tout le poids des 23 années perdues. Camille sentit le monde vaciller autour d'elle. Toute sa vie, toutes ces questions sans réponse sur ses origines se cristallisaient en cette unique révélation. Gaspard Delacroix, l'homme assis en face d'elle, n'était pas seulement son employeur. Il était son père. « Je... » commença-t-elle, mais sa voix s'étrangla. « Je ne sais quoi dire », avoua Gaspard, la voix brisée par l'émotion. « Pendant toutes ces années, j'ai cru avoir tout perdu, Valérie. Et l'enfant que je n'ai jamais eu la chance de connaître. Et maintenant... » Il laissa la phrase en suspens, incapable de poursuivre. Ses yeux, d'ordinaire froids et calculés dans les réunions d'affaires, brillaient d'une émotion contenue. « Pourquoi n'est-elle jamais revenue ?» demanda Camille, libérant la question qui l'avait hantée toute sa vie. « Si ma mère a survécu, pourquoi ne m'a-t-elle jamais cherchée ?» Gaspard se leva et se dirigea vers un vieux meuble-bar. Il servit 2 verres d'eau, profitant de ce court répit pour reprendre contenance. « Je l'ignore », admit-il en lui tendant un verre. « Mais je te promets que nous allons le découvrir. Si Valérie est en vie, je la retrouverai. Je te le dois. » Camille but une gorgée, reconnaissante pour la fraîcheur de l'eau apaisant sa gorge sèche. « Ma grand-mère disait toujours que maman m'avait laissée pour me protéger, » murmura-t-elle, « qu'elle reviendrait quand ce serait sûr. Mais les années ont passé, et elle n'est jamais revenue. Te protéger. » Gaspard se raidit. « Te protéger de quoi? Ou de qui? Je ne sais pas. » Grand-mère refusait d'en parler. Elle disait qu'il valait mieux ne pas remuer le passé. Camille fit glisser le pendentif entre ses doigts. Quand elle est morte, il y a 3 ans, je suis restée sans réponse. Gaspard revint s'asseoir, cette fois plus près d'elle. Il hésita un instant, puis prit doucement les mains de Camille entre les siennes. Le geste était maladroit, celui d'un homme peu habitué à l'affection, mais sincère. « Je sais que tout cela est bouleversant, » dit-il prudemment. « Pour nous deux, je ne veux pas remplacer la famille qui t'a élevée, ni te forcer à quoi que ce soit, mais j'aimerais te connaître, Camille, comme ma fille. » Les larmes que Camille retenait jaillirent enfin. Toute sa vie, elle avait ressenti un vide, comme s'il manquait une pièce essentielle à son existence. Cette pièce venait de s'emboîter. « Moi aussi, je veux te connaître », avoua-t-elle entre 2 sanglots. «
Mais j'ai peur. Peur de ce que nous allons découvrir. Peur de savoir pourquoi maman a disparu. » Gaspard hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. « Nous avancerons à ton rythme, » promit-il. « Et ensemble, nous trouverons la vérité, quelle qu'elle soit. » À cet instant, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Lorraine Dufresne entra avec son élégance habituelle, vêtue avec une précision presque théâtrale, prête pour ce qui semblait être une réunion importante. Elle s'immobilisa en voyant Camille assise aux côtés de son mari, leurs mains jointes, leur visage marqué par l'émotion. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que tu étais occupée, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je voulais seulement te rappeler le gala de ce soir. »« Lorraine ?» Gaspard se leva, sans lâcher la main de Camille. « Permets-moi de te présenter officiellement Camille Moreau, ma fille. » Le visage de Lorraine se figea, pâlissant imperceptiblement. Le trouble ne dura qu'une seconde. Mais Gaspard, lui, le vit. Il reconnut ce fugitif éclat de peur avant que la parfaite façade sociale de sa femme ne reprenne le dessus. « Ta fille », répéta-t-elle avec un petit rire forcé. « Mon cher, de quoi parles-tu ? Les résultats ADN sont arrivés ce matin, » répondit-il en soutenant son regard. « Camille est ma fille, la fille de Valérie. Elle a survécu à l'accident. » Lorraine s'avança, mesurant chacun de ses pas, observant Camille comme si elle la voyait pour la première fois. Son sourire était impeccable, étudié. « Quelle nouvelle, surprenante, » dit-elle enfin. « Bienvenue dans la famille, Camille. » Elle tendit une main que Camille serra avec prudence. Le contraste était frappant, les mains douces et manucurées de Lorraine contre celles, calleuses, de la jeune jardinière. « Merci, Madame Delacroix, » répondit Camille. Mal à l'aise sans savoir pourquoi, « Je t'en prie, appelle-moi Lorraine, » insista la femme en s'asseyant face à eux. « Après tout, nous sommes de la même famille, désormais, et nous avons tant à discuter. » Tandis que Lorraine parlait avec un calme étudié de la manière dont il faudrait adapter la maison pour accueillir Camille, Gaspard l'observait différemment. Il se souvint des dernières paroles de Valérie au téléphone. « Je me méfie de quelqu'un de proche. » Un frisson lui parcourut l'échine. À quelques mètres de la bibliothèque, Étienne Rousseau parcourait les jardins de la propriété de la Croix. Feignant d'admirer la végétation, en réalité, il étudiait chaque entrée, chaque sortie, chaque angle mort, chaque caméra. Des années d'expérience lui avaient appris que les secrets familiaux ne restaient jamais enfouis d'eux-mêmes. Quelqu'un, toujours, se battait pour les maintenir cachés, parfois à n'importe quel prix, et le prix de celui-ci, soupçonnait-il, risquait d'être terriblement élevé. Une semaine plus tard, le bureau privé de Gaspard s'était transformé en un véritable centre d'opérations improvisé. Des cartes, des photographies anciennes et des documents tapissèrent les murs, donnant à l'élégante pièce l'allure d'un poste de police plutôt que du sanctuaire d'un magnate de l'immobilier. Étienne Rousseau déploya une nouvelle série de dossiers sur le bureau en acajou. « Voici tous les registres hospitaliers de la région entre octobre et décembre 2001. » expliqua-t-il en désignant les chemises classées par couleur. « J'ai vérifié les naissances prématurées, les patientes non identifiées, toutes les femmes correspondant à la description de Valérie. » Gaspard se frotta les yeux rougis. Les nuits d'insomnie commençaient à le miner. « Et ?» demanda-t-il, redoutant déjà la réponse. « Rien, » admit Étienne. « Si Valérie a accouché après l'accident, ce n'était dans aucun hôpital répertorié de la Côte d'Azur. » Gaspard frappa le bureau du poing, exaspéré. « Il doit bien y avoir quelque chose. Camille existe. Et si elle est née après l'accident, Valérie a survécu, au moins assez longtemps pour la mettre au monde. » Étienne demeura calme, fidèle à lui-même. « Il reste une autre possibilité que nous avons évitée, » dit-il à voix plus basse. « Les cliniques clandestines, des lieux où des femmes sans papier ou celles qui veulent disparaître peuvent accoucher sans laisser de traces. » Un frisson parcourut Gaspard. L'idée que Valérie ait pu donner naissance seule, terrifiée, dans des conditions précaires, lui serrait le cœur. « As-tu trouvé une de ces cliniques ? La plupart ont disparu, mais j'ai localisé une sage-femme retraitée qui travaillait dans l'une d'elles. Elle vit à Toulon, » répondit Étienne en faisant glisser une photo d'une femme âgée. Sophie Girard, 78 ans, elle a accepté de me parler demain. Gaspard hocha la tête, une étincelle d'espoir dans le regard. « Il y a autre chose, » reprit Étienne, hésitant un instant avant de poursuivre. « J'ai fouillé les registres scolaires de la région.
Professeur de littérature ayant commencé après 2002. Il ouvrit une chemise scellée. Voici Hélène Fournier. Elle enseigne dans un lycée à Annecy depuis 2003. La photo montrait une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux teints en châtain clair, portant de grosses lunettes. À première vue, elle ne ressemblait guère à la Valérie dont Gaspard se souvenait. Mais en observant de plus près la forme des yeux, du menton, « C'est elle », murmura-t-il, la voix tremblante. Elle a changé, mais ses yeux, je les reconnaîtrais entre mille. Étienne hocha la tête, satisfait de la confirmation. Son passé avant 2003 est étrangement vide. Diplômes authentifiés, mais aucune référence personnelle. Elle vit seule, sans famille connue, mène une existence discrète. Sans réseaux sociaux, Gaspard resta fixé sur la photo, après 23 ans à la croire morte, voir Valérie, ou plutôt Hélène, revenait à contempler un fantôme vieilli, qui avait vécu toute une autre vie loin de lui, qui avait abandonné sa fille. « Pourquoi, Valérie ?» murmura-t-il. « Pourquoi n'es-tu jamais revenue ?» Étienne rassembla ses papiers, lui laissant un moment de silence. « Je prépare tout pour partir à Annecy demain à l'aube, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Une voiture discrète. Sans chauffeur, personne ne doit savoir où nous allons. » Lorsque le détective fut parti, Gaspard resta longtemps à fixer la photo de celle qui avait été le centre de son univers. Finalement, il prit son téléphone. « Camille », dit-il quand la jeune femme répondit. « Il faut qu'on se voie. C'est important. » Une demi-heure plus tard, Camille écoutait attentivement pendant que Gaspard lui exposait sa découverte. Son visage exprimait un mélange de stupeur, d'espoir et d'inquiétude. « Tu es sûre que c'est elle ?» demanda-t-elle en étudiant la photo. « Pas à 100%, mais assez pour aller vérifier, » répondit Gaspard. « Je pars demain pour Annecy. » Camille leva les yeux, la détermination dans le regard. « Je viens avec toi. » Gaspard secoua la tête. « Pas tout de suite. Si c'est bien elle, je dois comprendre d'abord pourquoi elle a disparu. Pourquoi elle t'a laissé. Je te promets de t'appeler dès que j'en saurai plus. » Bien qu'elle fût déçue, Camille comprit. Que pourrait-elle dire à cette mère qu'elle n'avait jamais connue, celle qui l'avait abandonnée à la naissance? « Ramène-la. »« S'il te plaît, » dit-elle d'une voix tremblante. « Si elle est vraiment en vie, j'ai besoin de savoir pourquoi elle n'est jamais revenue. » Gaspard hocha la tête, sentant tout le poids de cette promesse. Ce soir-là, alors qu'il préparait une petite valise, il remarqua Lorraine dans l'embrasure de la porte. Elle portait une élégante nuisette de soie et tenait un verre de vin. « Un voyage d'affaires imprévu ?» demanda-t-elle d'un ton faussement désinvolte. « Quelque chose comme ça ?» répondit-il sans la regarder. « Je serai absent 2 jours. » Lorraine but une gorgée, l'observant attentivement. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? De Valérie ?» Gaspard se figea. En 23 ans de mariage, il n'avait presque jamais prononcé ce nom. C'était un tabou, une cicatrice jamais refermée. « J'ai le droit de connaître la vérité, » dit-il calmement. « Camille mérite de la connaître. » Lorraine posa son verre et s'approcha lentement de lui. Ses gestes étaient doux, étudiés. « Bien sûr, » souffla-t-elle en lui caressant le bras. « Mais n'oublie pas que j'ai été là. Moi, quand tout le monde t'a tourné le dos, je suis restée. » Gaspard la regarda enfin, percevant dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. La peur. « Je ne cherche pas à te remplacer, Lorraine, » dit-il prudemment. « J'essaie seulement de comprendre ce qui s'est vraiment passé. »« Je sais, » répondit-elle avec un sourire forcé. « Mais souviens-toi, certaines vérités peuvent être dangereuses. » Sur ces mots énigmatiques, elle quitta la chambre, laissant Gaspard envahi d'un sentiment d'inquiétude qu'il ne parvenait pas à définir. À l'aube, comme convenu, Étienne attendait Gaspard dans une discrète Peugeot grise, garée près de l'entrée de service de la propriété. Le trajet jusqu'à Annecy durerait environ 5 heures. « Prêt ?» demanda le détective lorsque Gaspard monta à bord. « Plus que jamais », répondit-il, partagé entre appréhension et espoir. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à peine quelques minutes après leur départ, Germain Lefebvre recevait un appel dans son modeste appartement de la banlieue. « Ils sont partis pour Annecy », annonça Lorraine d'une voix tendue. « C'est pour Hélène Fournier. » Un silence pesant suivit. « Comment l'a-t-il découvert ?» demanda finalement Germain. « Ce fichu enquêteur !» cracha Lorraine. « Il faut agir avant eux. Découvre exactement où elle vit. Je dois lui parler avant Gaspard. » Germain hésita. « Lorraine, cela fait si longtemps. »
Peut-être qu'il vaut mieux laisser les choses. Non, l'interrompit-elle avec une colère glaciale. Si Valérie parle, nous perdrons tout. Tu m'entends? Tout. Après avoir raccroché, Lorraine se rendit dans son dressing et ouvrit le compartiment secret. Le petit flacon y reposait encore. Immobile, attendant son heure, elle le glissa dans son sac, aux côtés d'une vieille photo de Valérie et Gaspard qu'elle avait conservée toutes ces années, un rappel de ce qu'elle avait été prête à faire autrefois, et de ce qu'elle était prête à refaire, si nécessaire. Pendant ce temps, à Annecy, Hélène Fournier corrigeait des copies dans le calme de son petit appartement donnant sur le lac. La vie qu'elle s'était construite depuis plus de 20 ans était simple, ordonnée, sûre. Une vie où personne ne la connaissait sous le nom de Valérie Marchand, où nul n'était au courant de la fille qu'elle avait laissée derrière elle, ni de l'amour qu'elle avait perdu, ni de cette nuit où elle avait choisi de mourir pour pouvoir survivre. La sonnerie du téléphone interrompit ses pensées. Un numéro inconnu. Elle n'aurait normalement pas répondu, mais quelque chose, peut-être ce 6e sens qui l'avait maintenue en vie pendant 23 ans, la poussa à décrocher. « Allô » dit-elle avec prudence. « Hélène Fournier » demanda une voix masculine. « Excusez-moi de vous déranger. Je suis un ancien élève, de passage à Annecy aujourd'hui. Pourrions-nous nous rencontrer un instant ?» Hélène fronça les sourcils. La voix ne lui disait rien. « Je suis désolée, mais je ne me souviens pas. S'il vous plaît. » Coupa la voix. C'est à propos du pendentif d'émeraude. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Personne, à Annecy, ne connaissait ce pendentif. Personne, sauf... « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Quelqu'un qui n'a jamais cessé de te chercher, Valérie, les mains d'Hélène Fournier, ou plutôt de Valérie Marchand. » Tremblait sans contrôle, tandis qu'elle attendait près de la fenêtre de son appartement. De là, elle voyait la rue calme du quartier résidentiel d'Annecy, où elle avait reconstruit sa vie. Une vie sans Gaspard, sans sa fille, sans son vrai nom. Une existence faite d'ombre et de demi-vérité. Le bruit d'un moteur la fit sursauter. Une Peugeot grise s'arrêta devant l'immeuble. 2 hommes en descendirent. L'un lui était inconnu, l'autre, son cœur cessa de battre un instant. Malgré les années, elle aurait reconnu Gaspard Delacroix n'importe où, plus mûr, les tempes argentées, mais avec cette prestance inimitable, la sonnette retentit. La faisant sursauter alors qu'elle l'attendait déjà, elle jeta un dernier regard à son reflet dans le miroir de l'entrée, que verrait Gaspard en la retrouvant 23 ans plus tard. Elle n'était plus la jeune professeure de littérature dont il était tombé amoureux, les rides, les cheveux teints, les lunettes dont elle ne pouvait plus se passer. Le temps n'avait pas été clément. Elle inspira profondément et ouvrit la porte. Le monde sembla s'arrêter. Ils restèrent figés, séparés par le seuil, et par 2 décennies d'absence. Le regard de Gaspard la scrutait, cherchant la femme qu'il avait aimée derrière le masque d'Hélène Fournier. « Valérie » murmura-t-il, la voix brisée. Elle s'effondra à genoux, comme si ce seul mot avait fissuré quelque chose d'essentiel en elle. Des sanglots incontrôlables secouèrent son corps. « Tu m'as retrouvée » réussit-elle à articuler. Gaspard s'agenouilla devant elle, sans oser la toucher, de peur qu'elle ne disparaisse. « Je te croyais morte » dit-il d'une voix étranglée. « Je t'ai pleuré chaque jour pendant 23 ans. » Discrètement, Étienne s'éloigna vers les escaliers. Leur laissant l'intimité d'un face-à-face qu'il savait déchirant, Valérie leva enfin les yeux, ses prunelles vertes noyées de larmes. « Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu vous abandonner. Ni toi, ni elle. »« Camille » souffla Gaspard. Et le nom sembla la foudroyer. « Notre fille est vivante, Valérie. Je l'ai retrouvée. » Un gémissement s'échappa de la gorge de Valérie. « Tu l'as retrouvée. Comment va-t-elle ? » ?»« Elle va bien. » Les questions jaillirent précipitamment. « Elle va bien. Elle est merveilleuse. » répondit Gaspard avec un faible sourire. « Forte, intelligente, compatissante, elle travaille comme jardinière chez moi. Le destin a décidément un curieux sens de l'ironie. Tu ne trouves pas ?» Valérie porta les mains à son visage. Submergée, lentement, elle se releva et les fit entrer. L'appartement était simple mais chaleureux, rempli de livres et de petits souvenirs. Rien d'ostentatoire, rien qui attire l'attention. Le refuge parfait pour une femme qui voulait disparaître. « Raconte-moi tout » demanda Gaspard en s'asseyant sur un modeste canapé. « Que s'est-il passé cette nuit-là ? Pourquoi n'es-tu jamais revenue ?» Valérie inspira profondément, comme pour se préparer à revivre l'enfer. « Cette nuit-là » commença-t-elle. Le regard perdu dans le passé,
Je rentrais de chez ma mère à Cassis. La tempête était terrible. Dans le virage le plus dangereux de la route côtière, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les freins ne répondaient plus. Elle s'interrompit, tremblante. Au dernier moment, par pur instinct, j'ai ouvert la portière et j'ai sauté. La voiture a plongé dans la mer. Je me suis cogné la tête. J'ai perdu connaissance. Gaspard écoutait, le souffle coupé. Quand je me suis réveillée, j'étais blessée. Désorientée, mais vivante. Je me suis traînée jusqu'à la route pour chercher de l'aide. Continua-t-elle. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée. J'allais crier, mais quelque chose m'en a empêchée. Ses yeux s'emplirent de larmes. C'était Lorraine. Ta secrétaire, avec ton chauffeur, Germain, je les ai entendus parler alors que je me cachais dans les buissons. Germain disait qu'il devait retrouver le corps, s'assurer. Et Lorraine, elle ferma les yeux, revivant la scène. Lorraine a dit « À présent, il sera enfin à moi. » Il célébrait ma mort. Gaspard. Il l'avait planifié. Le visage de Gaspard devint livide, même s'il avait déjà soupçonné Lorraine. Entendre la confirmation l'anéantissait. La femme avec qui il avait partagé plus de 20 ans avait tenté de tuer Valérie et leur enfant à naître. J'étais enceinte, blessée, terrorisée, poursuivit Valérie. Je savais que s'ils me retrouvaient, ils finiraient ce qu'ils avaient commencé. Alors j'ai fui. Un couple de vieillards m'a recueilli sur la route et m'a emmené jusqu'à Avignon. Sa voix s'affaiblit. J'ai accouché prématurément dans une clinique clandestine. Une sage-femme à la retraite, Sophie Girard, m'a aidée. Camille était née minuscule mais si forte, comme si elle se battait déjà pour vivre. Les yeux humides, Gaspard se pencha vers elle. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché après ? J'aurais tout fait pour vous protéger. Quelques semaines après la naissance, pendant que je me remettais chez Sophie, j'ai appris que Lorraine me faisait activement rechercher. Elle avait des contacts, des moyens. J'ai compris que nous ne serions jamais en sécurité. Ses mains se crispèrent. J'ai pris la décision la plus douloureuse de ma vie. J'ai confié Camille à ma mère, la seule en qui j'avais une foi absolue. Je lui ai laissé le pendentif, pour qu'un jour elle sache qu'elle était aimée. Gaspard resta silencieux. Submergé par l'ampleur de son sacrifice, elle avait tout perdu pour sauver leur fille. J'avais promis de revenir quand ce serait sûr, continua-t-elle. Mais chaque année, Lorraine s'imposait davantage à tes côtés. Ton empire grandissait, et je te voyais toujours dans les journaux. Avec elle, j'ai eu peur. Peur qu'en réapparaissant, je ne condamne notre enfant. Elle se leva et prit dans un secrétaire une chemise remplie de coupures de presse, articles, photos, reportages sur Gaspard. « Je ne t'ai jamais oublié, » dit-elle en lui tendant la chemise. « J'ai vécu caché, mais je t'ai aimé de loin. C'était mon enfer à moi. » Gaspard parcourut les coupures du bout des doigts. Sa vie entière était là, observée depuis l'ombre. « Camille doit connaître la vérité, » souffla-t-il. « Elle mérite d'entendre ton histoire. » Valérie acquiesça, la peur et le désir se mêlant dans son regard. « J'ai si peur, Gaspard. 23 ans. Elle doit me haïr. Elle est bouleversée, avoua-t-il. Mais elle t'écoutera. Elle en a besoin. » Il prit sa main. Le contact, après tant d'années, fit jaillir une émotion brûlante. « Tu viendras avec moi à Marseille, » déclara-t-il fermement. « Il est temps que Lorraine affronte ce qu'elle a fait. » La peur envahit le visage de Valérie. « Ce n'est pas sûr, si elle apprend que je suis en vie. Je ne la laisserai plus jamais te faire du mal. » Coupa Gaspard. « C'est une promesse. » Dehors, Étienne surveillait la rue. Son instinct lui criait que quelque chose clochait. Trop facile, trop calme. Son téléphone vibra. Un message d'un contact à Marseille. Germain Lefebvre a acheté un billet de train pour Annecy ce matin. Départ dans 1 heure. Étienne fronça les sourcils. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Il envoya aussitôt un message à un collègue à la gare. Surveiller l'arrivée de Germain Lefebvre. Puis il se hâta de remonter prévenir Gaspard. La vérité, enfin dévoilée, s'apprêtait à exploser, et chacun pressentait déjà qu'elle aurait un prix. Le trajet du retour vers Marseille se déroula dans un silence lourd, chargé d'émotions. Valérie, qui insistait encore pour qu'on l'appelle Hélène, tant qu'elle n'était pas sûre d'être en sécurité, fixait la fenêtre du Peugeot. Les yeux oscillant entre la stupeur et la peur, chaque kilomètre les rapprochant de la côte méditerranéenne la ramenait un peu plus vers un passé qu'elle avait passé 23 ans à fuir. Étienne conduisait prudemment, l'attention rivée sur le rétroviseur, guettant toute voiture suspecte,
Avant de partir, il avait confirmé que Germain Lefebvre était bien arrivé à Annecy, mais grâce à son avertissement, ils avaient quitté la ville avant qu'ils ne puissent les retrouver. « Lorraine saura bientôt que je t'ai retrouvé », dit Gaspard, rompant le silence. « Nous devons nous préparer. » Valérie hocha la tête, tordant nerveusement ses doigts. « As-tu dit à Camille que je viens ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Gaspard la regarda. Dans ses yeux, il lut un mélange d'appréhension et d'espoir. « Je lui ai seulement dit que j'avais trouvé une piste importante, » répondit-il. « Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs, ni la blesser si je m'étais trompée. » Valérie esquissa un sourire triste. « Toujours aussi prudent, » murmura-t-elle. « Dis-moi, comment est-elle ? Raconte-moi tout. » Pendant plus d'1 heure, Gaspard parla de Camille, sa passion pour le jardin, sa façon de rire, sa détermination tranquille, le pli qu'elle faisait sur son front lorsqu'elle se concentrait, exactement comme Valérie autrefois. À chaque détail, les yeux de la femme s'emplissaient tour à tour de lumière et de larmes. « Elle a ta force », conclut Gaspard doucement. « Et tes yeux, les mêmes, à s'y méprendre. » Valérie s'essuya les joues du revers de la main. « J'ai peur qu'elle me déteste. » avoua-t-elle, « qu'elle ne puisse jamais me pardonner de l'avoir abandonnée. »« Laisse-lui du temps, » répondit Gaspard. « C'est beaucoup à encaisser. » Pendant ce temps, à la villa de la Croix, Camille tournait en rond dans son petit appartement aménagé dans les anciennes écuries. 1 heure plus tôt, Gaspard l'avait appelée, lui demandant de se tenir prête pour une rencontre importante. Quelque chose dans sa voix lui avait fait comprendre qu'il s'agissait de sa mère. La sonnette retentit soudain, à sa grande surprise. Ce n'était pas Gaspard, mais Lorraine de la Croix, impeccable comme toujours, un sourire figé sur les lèvres. « Camille, ma chère, » dit-elle d'une voix douce, « j'espère ne pas déranger. Madame de la Croix ? Non, pas du tout. Entrez, je vous en prie. » Lorraine pénétra dans le modeste appartement et en balaya chaque détail du regard. « C'est charmant, » observa-t-elle, sur un ton indéchiffrable. À mi-chemin entre le compliment et la condescendance, elle se tourna vers Camille avec un air enjoué. « Je venais t'inviter à dîner ce soir, à la maison principale. » Camille hésita, depuis la révélation de sa filiation. Lorraine avait gardé une distance polie mais froide. Cette invitation soudaine lui parut étrange. « C'est très aimable. Mais j'attends un appel de mon père, » corrigea-t-elle maladroitement. Une ombre passa dans le regard de Lorraine à l'entente du mot « père ». Mais elle se ressaisit aussitôt. « Justement, » dit-elle en souriant de nouveau. « Gaspard m'a appelé. Il rentre ce soir et souhaite que nous dînions tous ensemble. Il a quelque chose d'important à nous dire. » Le cœur de Camille s'emballa. « L'a-t-il retrouvé ? » « Dans ce cas, j'y serai, » répondit-elle. « Parfait. » Lorraine se dirigea vers la porte, puis se retourna avec un sourire glacé. « Oh, Camille, ce pendentif te va à merveille. Un souvenir si précieux mérite d'être porté lors des grandes occasions. » Camille hocha la tête, troublée, lorsque Lorraine partit. Un frisson lui parcourut l'échine sans qu'elle sache pourquoi. Quelques heures plus tard, la Peugeot d'Étienne franchit les imposantes grilles de la propriété de la Croix. La nuit était tombée sur Marseille. Et au loin, les lumières de la ville scintillaient sur la mer comme des éclats d'argent. En apercevant la demeure, Valérie trembla. « Tout va bien ?» demanda Gaspard. « C'est si imposant, » murmura-t-elle, tellement différent du petit appartement que nous partagions autrefois. Gaspard eut un léger sourire nostalgique. « Parfois, cet appartement me manque, » avoua-t-il. La vie était plus simple. Alors, Étienne gara la voiture à l'abri des regards, près de l'entrée latérale. « Le plan reste le même, » rappela-t-il. « D'abord la rencontre avec Camille. En privé, ensuite, nous déciderons comment aborder Lorraine. » Gaspard acquiesça et aida Valérie à descendre du véhicule. Ils empruntèrent un sentier discret menant aux anciennes écuries transformées en annexes. Le cœur de Valérie battait à tout rompre. Après 23 ans, elle allait enfin revoir sa fille. Gaspard frappa doucement à la porte. Quelques secondes s'écoulèrent, une éternité, avant qu'elle ne s'ouvre, et Camille apparut. Le monde s'arrêta. Valérie sentit ses genoux fléchir. Sa fille, sa petite, devenue une jeune femme magnifique, les mêmes yeux verts, la même mâchoire fière, le même grain de beauté discret au coin du sourcil gauche. Camille regarda d'abord Gaspard, puis la femme inconnue à ses côtés.
L'incompréhension se mua en reconnaissance. Puis en choc, ses doigts se portèrent instinctivement à son pendentif. « Maman !» souffla-t-elle, d'une voix à peine audible. Valérie éclata en sanglots. « Ma chérie !» Ce fut tout ce qu'elle put dire avant d'être submergée par les larmes. Camille resta immobile. Figée, Gaspard posa doucement une main sur son épaule. « C'est elle, Camille ?» dit-il à voix basse. « Ta mère est vivante. » La jeune femme recula, les laissa entrer, ses gestes mécaniques, son esprit incapable de suivre. À l'intérieur, le silence pesait lourdement. Valérie fit un pas vers sa fille, puis s'arrêta en voyant son visage fermé. « 23 ans, murmura Camille, la voix tremblante mais ferme. « Tu m'as laissé 23 ans. Chaque mot était un coup de poignard. Je peux t'expliquer, sanglota Valérie. Expliquer quoi? Que tu as choisi de disparaître, que tu as jugé qu'il ne valait pas la peine de te battre pour ta fille. Ce n'est pas ça, intervint Gaspard. Camille, ta mère t'a laissé pour te protéger. Quelqu'un a tenté de la tuer, de vous tuer toutes les deux. » Camille se tourna vers lui, les yeux luisants. « Et cela justifie d'abandonner un bébé, de me laisser croire que je n'avais plus de mère ?» Valérie avança et prit les mains de sa fille entre les siennes. « Chaque jour loin de toi a été une mort lente, » dit-elle, la voix cassée. « Je t'ai cherché, de loin, veillant à ce que tu sois en sécurité avec ta grand-mère. » Camille cligna des yeux, troublée. « Tu me surveillais. Une amie à Cassis m'envoyait des nouvelles, » raconta Valérie. « Je t'ai vu grandir de loin. Je savais que tu aimais les lys, que tu avais gagné un concours de dessin à 9 ans, que tu avais découvert le jardinage à 12. » Camille retira ses mains, bouleversée. « Pourquoi ne pas être revenue quand j'étais grande, quand je pouvais comprendre ? » « Parce que le danger n'a jamais disparu, » répondit Gaspard. « Lorraine, ma femme, c'est elle qui a saboté les freins de la voiture de ta mère. » Le choc figea Camille. « Madame Delacroix, » murmura-t-elle, incrédule. « Mais c'est elle qui m'a engagée, qui m'a fait venir ici. » Leurs regards se croisèrent. La vérité éclata dans leur esprit au même instant. « Elle sait qui tu es, » conclut Gaspard. « Blême, elle l'a toujours su. » Valérie porta les mains à son visage. Horrifiée, « Elle t'a fait venir ici pour te surveiller, » chuchota-t-elle, « pour te garder sous son contrôle. »« Le dîner !» se rappela soudain Camille. « Elle m'a invitée ce soir à dîner à la maison principale. Elle a dit que tu voulais m'y voir, que tu avais des nouvelles importantes. Jamais je n'ai demandé cela. » répliqua Gaspard. « C'est un piège, Étienne. Restez à l'écart, » s'avança. « Nous devons partir immédiatement, » prévint-il. Tous les trois. Si Lorraine a compris que Valérie est en vie, il n'eut pas besoin d'ajouter la suite. Le danger était clair. Camille regarda sa mère. La colère céda place à l'inquiétude. Malgré les années, malgré la douleur, cette femme était sa mère, et elle était en danger. « Que fait-on » demanda-t-elle d'une voix plus posée. « Nous allons dans un lieu sûr, » répondit Gaspard. « Ensuite, ensemble, nous affronterons Lorraine. » Valérie tendit une main tremblante vers sa fille. « Je ne mérite pas ton pardon, Camille, » murmura-t-elle. « Mais laisse-moi au moins une chance de t'expliquer. » Camille hésita un instant infini, puis prit la main de sa mère. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, mais c'était un début. La suite du Petit Nice, à la périphérie de Marseille, s'était transformée en quartier général improvisé pour Étienne Rousseau, des écrans d'ordinateur, du matériel de surveillance, et des piles de dossiers encombraient la grande table du salon. Il était passé minuit, mais personne n'avait la moindre intention de dormir. « Lorraine a appelé la police », annonça Étienne en terminant une conversation téléphonique avec un de ses contacts. « Elle a signalé ta disparition, Gaspard. Elle joue à la perfection le rôle de l'épouse inquiète. » Appuyé contre la rambarde de la terrasse, Gaspard contemplait la mer noire et lointaine. 20 ans de mariage, et jamais je n'ai soupçonné quoi que ce soit, murmura-t-il. Comment ai-je pu être aussi aveugle, assise sur le canapé, une tasse de thé fumant entre les mains? Valérie leva doucement la tête. L'amour nous aveugle parfois, dit-elle avec douceur. Et Lorraine a toujours su être convaincante. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Camille n'en sortit, le visage encore marqué par les larmes, mais avec une détermination nouvelle dans le regard. Elle s'était isolée quelque temps pour digérer l'inimaginable. « Qu'avons-nous appris ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face d'Étienne. Le détective, appréciant son calme, étala plusieurs photos et documents sur la table.
Nous avons des preuves indirectes de la complicité de Lorraine et de Germain dans l'accident de ta mère, expliqua-t-il. Les relevés téléphoniques montrent des appels entre eux juste avant et après les faits, et j'ai repéré des transferts suspects vers un compte suisse au nom de Germain. Mais rien de concret, observa Gaspard. Exactement, confirma Étienne. Sans aveu ou preuve matérielle, il serait difficile d'obtenir une condamnation après tant d'années. Valérie s'approcha de la table, l'air grave. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'il prépare maintenant, dit-elle. Si Lorraine découvre que je suis vivante, elle ne le sait pas encore, la coupa Étienne. Mes contacts la surveillent. Elle est furieuse de ta disparition, Gaspard. Mais elle ignore encore que Valérie est en vie. Je pense que Germain n'a pas réussi à l'en informer. Un soupir de soulagement échappa à Valérie. Et maintenant, que fait-on ? Demanda Camille en effleurant machinalement le pendentif d'émeraude qu'elle portait toujours. Étienne tapa quelques touches sur son clavier. « J'ai placé des micros dans ton bureau privé et dans la chambre principale, » annonça-t-il. « Si Lorraine et Germain se parlent, nous les entendrons. » Gaspard haussa un sourcil. « Quand as-tu fait ça ? J'ai mes méthodes, » répondit Étienne avec un mince sourire. Et de bons amis, l'écran de l'ordinateur clignota. Une notification sonore. Étienne lança l'enregistrement. La voix de Lorraine emplit la pièce. « Glacial et tendu. Comment ça, tu l'as perdu ?» hurla-t-elle. Ce n'était qu'une simple professeure dans une petite ville. Elle n'était plus chez elle, répondit Germain, nerveux. Quelqu'un est passé avant moi. Gaspard, souffla Lorraine. J'aurais dû me douter qu'il finirait par la retrouver, ce maudit enquêteur. Un fracas retentit, du verre brisé. Que fait-on maintenant ? Demanda Germain. Si elle parle, si elle raconte ce qu'elle a entendu cette nuit-là, alors nous ferons en sorte qu'elle ne parle jamais, répondit Lorraine d'une voix d'une froideur inhumaine. Cette fois, pour de bon, le sang de tous se glaça. Lorraine, cela fait trop longtemps. On devrait fuir, utiliser l'argent de Suisse et fuir comme des lâches, le coupa-t-elle sèchement. Après tout ce que j'ai bâti, c'est ma vie, Germain, ma position, ma fortune. Je n'y renoncerai pas. Un silence pesant précéda ses prochaines paroles, plus calme, plus calculé. Mais nous avons un atout, la fille, Camille. Si Valérie est vivante, elle voudra la revoir. Cela la rendra vulnérable. Valérie blêmit. Camille, instinctivement, serra la main de sa mère. « Que proposes-tu » demanda Germain. « J'ai des contacts au port » répondit Lorraine. « Nous pourrions arranger un accident. Une mère et sa fille, réunies après tant d'années. Une balade en mer pour fêter leurs retrouvailles. Si émouvant, si tragique, quand le bateau explose mystérieusement. Et Gaspard, mon pauvre mari, anéanti par la douleur, trouvera refuge dans les bras de son épouse aimante, poursuivit-elle d'un ton rêveur. Et avec le temps, son cœur brisé cessera simplement de battre. Étienne stoppa l'enregistrement. Un silence glacé s'abattit sur la suite. « Elle est folle », murmura Camille. « Et dangereuse », ajouta Gaspard. Livide, Étienne sortit son téléphone. « J'ai déjà transféré l'enregistrement sur un serveur sécurisé et à 3 de mes contacts, » expliqua-t-il. « Nous avons maintenant la preuve d'un complot pour assassinat. Nous pouvons la livrer à la police. » Gaspard secoua la tête. « Ce n'est pas suffisant. Il nous faut une confession complète sur l'accident d'origine. Sinon, elle prétendra que tout cela n'était qu'un délire de femme désespérée. »« Il a raison, » dit Valérie. « Lorraine s'est manipulée. Elle s'en sortirait encore. » Étienne réfléchit quelques secondes. « Alors, il faut qu'elle parle, qu'elle avoue tout. Et comment obtenir cela ?» demanda Camille. Un sourire calculateur se dessina sur le visage d'Étienne. « En la piégeant, nous devons lui faire croire qu'elle a gagné, qu'elle a retrouvé Valérie et Camille. Dans sa vanité, elle révélera tout. C'est trop risqué, » protesta Gaspard. « Je ne mettrai pas leur vie en jeu. Elles ne seront jamais réellement en danger, » précisa Étienne. « La police interviendra avant qu'elles n'agissent. » Valérie se leva, droite, résolue. « Je suis prête, » déclara-t-elle. « J'ai passé 23 ans à fuir. Il est temps d'en finir. » Camille la fixa, bouleversée par ce courage. « Moi aussi, » dit-elle d'une voix ferme. « Je veux la regarder en face quand elle avouera. » Gaspard se passa une main sur le visage, accablé. « Très bien. Comment procède-t-on » Étienne déplia une carte de Marseille. « Le port, » dit-il. « Elle y a déjà un plan. Nous allons l'y attendre.
pendant 2 heures. Ils peaufinèrent chaque détail. Étienne contacta des officiers fiables, installa des micros supplémentaires et coordonna la surveillance du port. Pendant ce temps, Camille observait sa mère à la dérobée. Dans ses gestes, ses intonations, elle se découvrait, malgré les années perdues. Le lien du sang se révélait évident, profitant d'un moment de répit. Elle s'approcha de Valérie, qui regardait la ville scintiller derrière la vitre. « Tu n'as vraiment jamais cessé de me chercher », murmura-t-elle. Valérie se retourna, les yeux humides. « Pas un seul jour », répondit-elle. « Chaque année, à ton anniversaire, j'allumais une bougie et je regardais les étoiles, en espérant que toi aussi, quelque part tu les regardais. » Camille sentit sa gorge se serrer. « Grand-mère faisait pareil », dit-elle doucement. Elle disait que ma mère me surveillait depuis les étoiles. Une larme roula sur la joue de Valérie. « Marie a toujours eu ce don d'intuition », murmura-t-elle. Comment est-elle morte? Paisiblement, dans son sommeil, son seul regret était de ne pas t'avoir revue. Valérie ferma les yeux, submergée. 23 ans d'absence semblaient en s'effacer, remplacés par un fragile instant d'union. De son côté, Gaspard les observait, ému, reconnaissant dans ces 2 femmes les 2 moitiés de son cœur. « Reposez-vous un peu », conseilla Étienne. « Demain, tout se jouera. » Alors que les autres se retiraient, Étienne resta devant ses écrans, écoutant les transmissions. Un nouveau message audio arriva, la voix de Germain, chuchotant avec urgence. « J'ai trouvé quelque chose au port. Un yacht réservé au nom de Gaspard pour demain. Je crois qu'ils veulent fuir par la mer. » Et la réponse glaciale de Lorraine. « Parfait, nous les y attendrons. » Étienne esquissa un sourire discret. L'appât était lancé. Il ne restait plus qu'à attendre que les requins mordent. L'aube sur le port de Marseille apportait une légère brume qui enveloppait les mâts des voiliers, comme un voile fantomatique. Étienne Rousseau, installé dans un café avec vue sur le quai principal, observait à travers des jumelles tout en sirotant un double expresso. Son expression impassible cachait la tension qu'il ressentait. Après tant d'années à enquêter sur des trahisons, des meurtres et des conspirations, il savait que même les plans les mieux préparés pouvaient s'effondrer à cause d'une seule erreur. Objectif 1, en position, murmura-t-il dans le petit micro caché dans sa boutonnière. Quai 27, extrémité nord, de l'autre côté du port, déguisé en pêcheur préparant ses filets, un officier de police de confiance confirma. Reçu, objectif 2 vient d'arriver, accompagné de 2 personnes non identifiées. Étienne ajusta ses jumelles. En effet, Germain Lefebvre avançait sur le quai d'un pas décidé, flanqué de 2 hommes corpulents à l'air menaçant. Leurs visages burinés et leur manière d'examiner constamment les environs trahissaient des années d'expérience dans des activités illicites. Renforts engagés, murmura Étienne pour lui-même. Intéressant, sur le yacht Émeraude, amarré stratégiquement à l'endroit le plus visible du quai 27, Gaspard ajustait les derniers détails de la mise en scène. Le bateau, loué spécialement pour l'opération, comportait des caméras et des micros cachés dans chaque recoin. « Tout est prêt », demanda-t-il à l'un des techniciens qui terminait d'installer un dispositif sous la table de la cabine principale. « Système activé, monsieur », confirma le jeune homme. « Tout est enregistré et transmis en temps réel à l'unité centrale. » Gaspard hocha la tête, reconnaissant envers l'efficacité des contacts d'Étienne. En moins de 24 heures, ils avaient monté une opération digne d'un film d'espionnage. Le technicien s'éclipsa discrètement par l'arrière du yacht, où un Zodiac l'attendait pour l'éloigner de la scène sans être repéré. Gaspard consulta sa montre. Il restait 15 minutes avant que le plan ne soit mis en marche. 15 minutes qui lui semblaient une éternité, dans un véhicule stationné à une distance prudente. Valérie et Camille attendaient avec un commandant de police et 2 autres agents. La tension entre mère et fille s'était transformée en une trêve silencieuse face au danger commun. « Es-tu sûre de vouloir faire cela ?» demanda Valérie à sa fille. Remarquant que ses mains tremblaient légèrement, Camille hocha la tête, serrant le pendentif d'émeraude comme s'il s'agissait d'un talisman. « J'ai besoin de le voir de mes propres yeux, » répondit-elle. « J'ai besoin d'entendre sa confession, le commandant Martin. » Un homme d'âge mûr aux yeux perçants et à la moustache parfaitement taillée les observa avec empathie. « Souvenez-vous, mesdames, » intervint-il d'une voix calme mais ferme. « Votre sécurité est la priorité. Si à un moment je juge que le risque est excessif, nous mettrons fin à l'opération immédiatement. » Entendu, acquiesça Valérie, reconnaissante du professionnalisme de l'officier. « Nous voulons seulement la justice. »
Et vous l'aurez, assura Martin. 23 ans, c'est long, mais la justice ne prescrit pas pour des crimes comme celui-ci. La radio du commandant crépita. C'était Étienne. Objectif 3 vient d'arriver, berline noire, entrée principale. Tous dans le véhicule se tendirent. Lorraine venait d'entrer en scène, à travers l'écran installé dans la voiture. Ils purent la voir descendre élégamment du véhicule. Comme toujours, son apparence était impeccable. Tailleur couleur ivoire, cheveux parfaitement coiffés, bijoux discrets mais manifestement coûteux. Personne n'aurait soupçonné que sous cette façade de sophistication se cachait un esprit calculateur capable de planifier un meurtre. « C'est l'heure », annonça le commandant. Pendant ce temps, sur le yacht, Gaspard reçut le signal par son oreillette. Il inspira profondément, se préparant à jouer le rôle le plus difficile de sa vie, celui d'appât. Il prit son téléphone et, suivant le scénario établi, passa un appel qu'il savait être intercepté par les hommes de Germain. « Tout est prêt », dit-il d'une voix haute et claire. « Valérie et Camille arriveront dans 10 minutes. Les documents et l'argent sont en sécurité. Dans 2 heures, nous serons en eau internationale. » Il raccrocha et continua les préparatifs, feignant la normalité tout en sentant le regard invisible des observateurs hostiles. Selon le plan, Germain informerait maintenant Lorraine et tous deux décideraient d'intercepter avant qu'ils puissent appareiller. Le piège était tendu. Il n'eut pas à attendre longtemps. À peine 7 minutes plus tard, il entendit des pas sur le quai. Il leva les yeux et vit Lorraine s'avancer vers le yacht, seule, avec un sourire qui se voulait soulager, mais qui n'atteignait pas ses yeux. « Gaspard !» s'exclama-t-elle avec une fausse émotion. « Dieu merci, tu vas bien. J'étais si inquiète. » Gaspard se força à sourire, bien que chaque fibre de son être se révoltât à la vue de la femme qui avait tenté d'assassiner Valérie et qui projetait maintenant d'éliminer sa fille. « Lorraine !» répondit-il d'un ton neutre. « Quelle surprise de te voir ici. » Elle monta à bord avec la grâce de celle qui a l'habitude des yachts de luxe, mais ses yeux parcoururent rapidement l'embarcation, cherchant « La police te cherche partout », dit-elle en maintenant la comédie. « Pourquoi as-tu disparu ainsi? Et qu'est-ce que tout cela? » « Je crois que tu sais parfaitement pourquoi, » répondit Gaspard, abandonnant toute façade. « J'ai retrouvé Valérie. » Le visage de Lorraine se transforma un instant. Un éclair de fureur traversa ses yeux avant qu'elle ne retrouve son masque d'inquiétude. « Valérie, ta vieille amie morte depuis des années ?» demanda-t-elle avec une feinte confusion. « Gaspard, tu me fais peur. Tu devrais consulter. Le stress de ces derniers jours. Elle est vivante, » l'interrompit-il. « Et elle sait ce que tu as fait. Ce que toi et Germain avez fait cette nuit-là sur la route de Cassis. » Lorraine pâlit légèrement, mais garda contenance. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » insista-t-elle. « S'il te plaît, rentrons à la maison et parlons calmement de tout cela. » À ce moment-là, comme prévu dans le plan, Valérie et Camille apparurent sur le quai, marchant tranquillement vers le yacht. L'effet sur Lorraine fut immédiat et dévastateur. Son masque s'effondra complètement en reconnaissant la femme qu'elle croyait morte et la jeune jardinière qu'elle savait maintenant être sa fille. « Non », murmura-t-elle, reculant instinctivement. « C'est impossible. » Gaspard observa avec satisfaction la confiance de Lorraine s'évaporer, mais sa satisfaction fut de courte durée, avant que Valérie et Camille n'atteignent le yacht. Une camionnette noire s'arrêta brusquement près du quai. Germain et ses 2 hommes en sortirent, interceptant les femmes. Ce n'était pas prévu. Germain devait observer à distance, pas intervenir directement. « Étienne !» cria Gaspard dans le micro caché. « Ils agissent plus tôt que prévu. » Lorraine profita de la distraction pour sortir un petit pistolet de son sac. « Tu croyais vraiment que je tomberais si facilement dans ton piège ?» dit-elle avec une froideur glaçante. « Je te connais trop bien, mon cher. J'ai su que quelque chose clochait dès que j'ai vu la réservation du yacht, sur le quai. La situation se détériorait rapidement. » L'un des hommes tenait fermement Camille, tandis que Germain pointait une arme sur Valérie. Les passants, voyant les armes, s'enfuyaient, semant le chaos et rendant l'intervention de la police plus difficile. « À bord !» ordonna Lorraine depuis le pont. « Vite, Gaspard !» Le cœur battant à tout rompre, cherchait désespérément Étienne ou un signe des renforts. Où était-il? « Tu ne t'en sortiras pas, Lorraine !» dit-il en tentant de gagner du temps. « Le port est sous surveillance. La police est occupée avec une fausse alerte à la bombe au terminal des croisières. » L'interrompit-elle avec un sourire satisfait. « Germain a des amis très utiles dans les bas-fonds de Marseille. »
À bord montèrent Germain et ses hommes, poussant brutalement Valérie et Camille. La jeune femme avait un filet de sang coulant de sa lèvre fendue, tandis que Valérie affichait une expression de colère contenue. « Famille réunie enfin », se moqua Lorraine. « Comme c'est attendrissant. Dommage que cette réunion soit si brève. » Germain paraissait nerveux, moins sûr que sa complice. « Nous devrions nous dépêcher », insista-t-il. « Quelqu'un aura sûrement déjà prévenu la police. »« Tranquille, nous avons le temps », répondit Lorraine sans la quitter des yeux. « Je veux qu'ils comprennent exactement pourquoi ils sont ici. Je veux qu'ils sachent que personne, absolument personne, ne me prend ce qui m'appartient. » Elle s'approcha de Valérie, la dévisageant comme un insecte sous une loupe. « 23 ans cachés, dit-elle. Tant d'efforts pour rien. Tu aurais dû te noyer cette nuit-là, comme prévu. Tu avoues donc, intervint Gaspard, conscient que chaque mot était enregistré. Tu as saboté les freins de la voiture de Valérie. Lorraine se tourna vers lui avec un sourire méprisant. Bien sûr que je l'ai fait. C'était la seule façon de t'avoir pour moi. Tu étais aveuglé par elle, par sa grossesse. Tu ne m'aurais jamais regardé autrement tant qu'elle vivait. Malgré le danger, Gaspard ressentit une sombre satisfaction. Ils avèrent la confession. Il ne leur restait plus qu'à survivre assez longtemps pour l'utiliser, comme en réponse à ses pensées. Un fracas secoua le quai. Une fusée éclairante illumina le ciel matinal de son éclat rouge. C'était le signal. La lueur rouge de la fusée éclairante se refléta sur les visages de tous les présents. Pour Lorraine, c'était comme si un manteau écarlate annonçait sa condamnation. Pour Valérie et Camille, un éclat d'espoir. Pour Germain, la confirmation de ses pires craintes. « C'est un piège !» cria-t-il, lançant un regard accusateur à Lorraine. « Je te l'avais dit. » Avant que quiconque ne puisse réagir, le rugissement des moteurs emplit l'air. 3 vedettes rapides de la police maritime émergèrent de la brume matinale, encerclant le yacht dans un mouvement parfaitement synchronisé. Simultanément, des agents en civil apparurent sur le quai, armes à la main. « Police, baissez vos armes !» Le yacht est encerclé. La voix amplifiée du commandant Martin résonna à travers un mégaphone. Le chaos éclata en quelques secondes. L'un des hommes de main, pris de panique, tenta d'utiliser Camille comme bouclier humain. Mais la jeune femme, profitant des techniques d'autodéfense qu'elle avait apprises des années auparavant, lui asséna un coup de coude précis dans les côtes et se libéra de son étreinte. Voyant son plan élaboré s'effondrer, Lorraine pointa son arme directement sur Valérie. « Si je dois tomber, je t'emmènerai avec moi », siffla-t-elle, les yeux injectés de haine accumulée pendant des décennies. « Tu aurais dû rester morte. » Tout se passa en une fraction de seconde. Gaspard se jeta sur Lorraine juste au moment où elle pressait la détente. La balle, déviée, frappa l'épaule de Germain, qui tentait de fuir vers la poupe. Son hurlement de douleur résonna dans tout le port. Les agents montèrent à bord du yacht de tous côtés. En quelques minutes, les 2 hommes de main étaient allongés face contre le pont. Menotté et neutralisé, Germain, blessé mais conscient, fut maîtrisé tandis qu'un secouriste soignait sa plaie. Lorraine se débattait violemment contre les 2 officiers qui tentèrent de la maîtriser. « Lâchez-moi, vous ne savez pas qui je suis !» criait-elle, toute élégance et toute contenance oubliée. « Je suis Lorraine Dufresne de la Croix. Mon mari est l'un des hommes les plus puissants de France. Votre mari est celui qui vous a dénoncé, Madame Dufresne, » répondit calmement le commandant Martin, lui montrant un appareil d'enregistrement. « Et nous avons votre confession complète, aussi bien pour la tentative de meurtre d'aujourd'hui que pour celle d'il y a 23 ans. » La réalité sembla frapper Lorraine comme un coup de massue. Ses yeux cherchèrent frénétiquement Gaspard, qui serrait maintenant Valérie et Camille dans ses bras pour les protéger. « Je l'ai fait pour toi !» cria-t-elle, des larmes de rage roulant sur ses joues. « J'ai tout fait pour toi. Elle ne te méritait pas. » Gaspard la regarda une dernière fois, sans la moindre trace de la dévotion qu'il avait autrefois ressentie pour celle qu'il croyait être sa compagne de vie. « L'amour ne détruit pas, Lorraine, » dit-il d'une voix ferme. « Tu n'as jamais su aimer. » Alors que la police emmenait Lorraine, Étienne s'approcha du trio réuni à la proue du yacht. Son expression habituellement impassible laissait transparaître une satisfaction à peine contenue. « Tout a été enregistré », confirma-t-il. « Audio et vidéo de haute qualité. Avec sa confession et les témoignages, ils n'ont aucune échappatoire. » Valérie, encore tremblante après ce qui venait de se passer, acquiesça avec reconnaissance. « C'est fini », murmura-t-elle. « Après 23 ans,
C'est enfin fini. Camille, de son côté, regardait s'éloigner la voiture de police qui emmenait Lorraine. Son expression était indéchiffrable, un mélange de soulagement, de confusion et de quelque chose de plus profond. « Elle m'a engagée exprès », dit-elle enfin. « Pendant tout ce temps, en sachant qui j'étais. Elle te gardait près d'elle pour te surveiller, » confirma Gaspard. « Elle craignait sans doute que tu découvres un jour la vérité ou que Valérie tente de te contacter. 3 mois plus tard, l'imposant palais de justice de Marseille bourdonnait d'activité. Le procès de Lorraine Dufresne et de Germain Lefebvre, surnommé par la presse l'affaire du pendentif d'émeraude, captivait l'attention nationale. La combinaison de richesse, d'obsession et de retrouvailles familiales après 2 décennies était irrésistible pour les médias, dans la salle d'audience. Valérie occupait la barre des témoins. Malgré son évidente nervosité, sa voix restait ferme lorsqu'elle relatait les événements de cette nuit fatidique sur la route de Cassis. « J'ai clairement entendu comment il se réjouissait de ma supposée mort », déclara-t-elle en regardant directement le jury. Lorraine a dit que désormais Gaspard serait enfin à elle. J'ai compris alors que les freins n'avaient pas lâché par accident. Le procureur, un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture épaisse, hocha gravement la tête. « Et qu'avez-vous fait en comprenant qu'ils avaient tenté de vous tuer ? » « J'ai eu peur pour mon bébé à naître, » répondit Valérie d'une voix légèrement brisée. « Je savais que s'il découvrait que j'avais survécu, il recommencerait. J'ai décidé de fuir, de disparaître. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ?» Valérie jeta un bref regard vers le banc des accusés, où Lorraine gardait une posture rigide et un regard glacé. Lorraine venait d'une famille influente. Elle avait des contacts puissants. « Je ne savais pas à qui je pouvais faire confiance, » expliqua-t-elle. Et puis, il y avait Germain, le chauffeur de confiance de la famille Delacroix. S'il était impliqué, qui d'autre pouvait l'être? Le témoignage de Valérie dura presque 3 heures. Chaque détail de sa fuite, la naissance prématurée de Camille, la décision déchirante de laisser sa fille à sa mère pour la protéger, les années vécues sous une fausse identité, toute la salle écoutait en silence, captivée par une histoire qui semblait tout droit sortie d'un roman. Lorsque vint le tour de Camille, un silence encore plus profond s'installa dans la salle. La jeune femme avança d'un pas ferme vers la barre. Contrairement à sa mère, elle ne montrait aucun signe de nervosité, mais une calme détermination. « Mademoiselle Moreau », commença le procureur. « Ou devrais-je dire, Mademoiselle Delacroix ?»« Moreau, c'est très bien, » interrompit doucement Camille. « C'est le nom avec lequel j'ai grandi. » Le procureur acquiesça respectueusement. « Mademoiselle Moreau, pourriez-vous nous dire comment vous en êtes venue à travailler pour les Delacroix ?» Camille jeta un bref regard vers Lorraine avant de répondre. « J'ai répondu à une offre d'emploi pour un poste de jardinière, » expliqua-t-elle. « C'est Madame Delacroix elle-même qui m'a reçue en entretien. Je comprends maintenant pourquoi elle tenait tant à m'engager. » Malgré des candidats plus expérimentés, au fil du procès, la défense de Lorraine s'effondrait. Son avocat tentait d'invoquer des troubles mentaux, une obsession pathologique, n'importe quoi pour atténuer sa culpabilité, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements du yacht, les témoignages de Valérie, de Gaspard et de Camille, les relevés financiers des paiements suspects à Germain, et même de vieilles bandes téléphoniques qu'Étienne avait réussi à récupérer des archives d'une compagnie. Le moment décisif arriva lorsque Germain, cherchant une réduction de peine, décida d'avouer toute la vérité. C'était l'idée de Lorraine, déclara-t-il, évitant de la regarder. Elle savait que les freins de la Mercedes de Mademoiselle Marchand nécessitaient une révision. Elle m'a demandé de modifier le système pour qu'il lâche dans le virage de Cassis. Elle m'a promis une grosse somme et un emploi permanent dans la demeure de la Croix. Et vous avez accepté, demanda le juge avec un évident dégoût. Germain baissa les yeux, incapable de soutenir le regard méprisant du magistrat. J'étais jeune et stupide. J'avais des dettes de jeu, murmura-t-il. Je n'ai jamais pensé que... Il s'interrompit, conscient du ridicule de son excuse. Il n'y a aucune justification à ce que j'ai fait. Le dernier jour du procès, la salle était comble. Journalistes, curieux et familles de toutes les parties attendèrent le verdict avec anxiété. Gaspard, Valérie et Camille occupèrent la première rangée, présentant un front uni. Lorsque le jury revint après seulement 3 heures de délibération, le pressentiment était unanime. L'épreuve était trop accablante pour laisser le moindre doute. Dans l'affaire de l'État contre Lorraine Dufresne et Germain Lefebvre, commença le juge,
Ce tribunal les déclare coupables de tous les chefs d'accusation, tentative de meurtre avec préméditation, conspiration, obstruction à la justice, et dans le cas de Madame Dufresne, enlèvement et tentative de meurtre au second degré pour les événements récents. Un murmure parcourut la salle pendant que le juge poursuivait. Germain Lefebvre est condamné à 20 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. En considération de sa coopération avec le parquet, le juge se tourna vers Lorraine, qui gardait une posture fière malgré les circonstances. « Lorraine Dufresne, ce tribunal vous condamne à 35 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 25 premières années. » Lorraine pâlit visiblement. À 49 ans, cette peine signifiait probablement qu'elle mourrait en prison. « Non !» cria-t-elle, perdant enfin toute contenance. « Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai tout fait par amour. » Alors que les gardes s'approchaient pour l'emmener, son regard fou se fixa sur Gaspard. « Je t'aimais !» hurla-t-elle désespérément. « Plus qu'elle, plus que quiconque. » Gaspard se contenta de la regarder en silence. Ressentant un mélange de pitié et de dégoût, à ses côtés, Valérie serra sa main en signe de soutien, lorsque les gardes emmenèrent enfin une Lorraine hurlante et un Germain tête baissée. La famille resta assise, digérant la fin d'un chapitre sombre qui avait marqué leur vie pendant plus de 2 décennies. « C'est fini !» murmura Gaspard en serrant Valérie dans ses bras et en tendant l'autre vers Camille. « C'est vraiment fini !» À l'extérieur du palais de justice, les journalistes attendaient impatiemment, mais la famille de Lacroix-Moreau choisit de sortir par une porte latérale. Évitant les flashs et les questions, leur histoire avait déjà été suffisamment publique. Ils avaient désormais besoin de silence pour commencer à guérir. 6 mois s'étaient écoulés depuis le procès. La presse, toujours avide de scandales, avait trouvé de nouvelles histoires à poursuivre. Et peu à peu, la famille de Lacroix-Moreau avait retrouvé une partie de la vie privée qu'elle avait perdue. Le printemps s'épanouissait sur la Provence, colorant les champs qui entouraient Saint-Paul-de-Vence, un petit village médiéval perché sur les collines à quelques kilomètres de Nice. Ses ruelles pavées, ses vues sur la Méditerranée et son air bohème en faisaient le décor parfait pour de nouveaux commencements. Dans la chapelle historique du village, l'une des plus anciennes de la région, les derniers préparatifs d'une cérémonie intime étaient en cours. Il n'y avait ni presse, ni curieux, seulement un petit groupe d'amis proches et quelques membres de la famille de Valérie qui étaient réapparus après avoir appris la vérité. Camille contemplait son reflet dans le miroir d'une petite pièce attenante à la chapelle. La robe couleur champagne qu'elle avait choisie pour l'occasion faisait ressortir le vert de ses yeux. Si semblables à ceux de sa mère, elle porta instinctivement la main à son cou, où le pendentif d'émeraude reposait contre sa peau. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» dit-elle en se tournant, pleine d'attente. Valérie entra, rayonnante dans une robe simple mais élégante de couleur ivoire. À 48 ans, elle avait retrouvé l'éclat que la vie dans l'ombre lui avait volé. Elle ne teignait plus ses cheveux. Les mèches argentées qui les parsemaient lui donnaient un air distingué qui s'accordait parfaitement à son élégance naturelle. « Tu es magnifique !» murmura Valérie, les yeux brillants d'émotion. Camille sourit, encore émerveillée par le caractère presque irréel du fait d'avoir sa mère de nouveau dans sa vie. Les premiers mois avaient été difficiles. Trop de douleurs accumulées, trop de questions sans réponse, trop d'années perdues, mais peu à peu, une compréhension profonde avait commencé à éclore entre elles. « Toi aussi », répondit-elle en tendant la main vers sa mère. Anne nerveuse, Valérie rit doucement. Un peu après tout, on ne se marie pas tous les jours avec le même homme une seconde fois. 23 ans plus tard, elle s'approcha de Camille et, les mains légèrement tremblantes, lui retira le pendentif d'émeraude. « Ce pendentif a été le témoin de toute notre histoire », dit-elle en observant la lumière se refléter sur la pierre précieuse. « Du meilleur et du pire, des séparations et des retrouvailles. » Elle le plaça délicatement autour de son propre cou. « Aujourd'hui, j'aimerais le porter, si tu me le permets, » poursuivit-elle. Comme symbole que le cercle se referme enfin, Camille acquiesça, émue. Pendant des années, ce pendentif avait été son seul lien avec une mère absente. Maintenant, elle pouvait s'en passer, car elle possédait quelque chose d'infiniment plus précieux, la présence réelle de Valérie dans sa vie. « Je t'accompagnerai jusqu'à l'hôtel », dit-elle en prenant le petit bouquet de lys blanc posé sur une table voisine. « Papa doit être impatient. » Le mot « papa » sonnait encore étrange sur ses lèvres,
mais de plus en plus naturelle. Sa relation avec Gaspard avait également évolué au cours de ces mois, d'employeur à père, d'étranger à confident. Le chemin avait été semé d'embûches, mais une véritable complicité existait désormais entre eux. Le son des cloches annonça qu'il était temps. Camille offrit son bras à Valérie, inversant la tradition. Ce serait la fille qui remettrait sa mère à l'autel, un symbole supplémentaire de l'histoire singulière qu'elles avaient construite ensemble. Lorsque les portes de la chapelle s'ouvrirent, la lumière de l'après-midi provençal inonda les deux femmes, créant autour d'elles un halo doré. Les quelques invités se levèrent, admirant la scène émouvante, au bout de l'allée, près de l'autel. Gaspard attendait, à 51 ans. Il paraissait plus jeune que jamais, comme si le poids de la trahison et de la perte avait enfin été levé de ses épaules. Ses yeux s'illuminèrent, en voyant avancer Valérie et Camille. La cérémonie fut brève, mais profondément émotive. Lorsque vint le moment d'échanger les vœux, Gaspard prit les mains de Valérie dans les siennes. « La première fois que nous nous sommes mariés, je t'ai promis un amour éternel », commença-t-il d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Cette promesse a survécu à la séparation, à la douleur, à la distance. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Valérie, même lorsque je croyais t'avoir perdue pour toujours. Valérie sourit à travers ses larmes. Pendant 23 ans, j'ai vécu avec la moitié de mon cœur, répondit-elle. L'autre moitié est restée avec toi et avec notre fille. Aujourd'hui, enfin, je suis de nouveau entière. Je te promets que chaque jour qui nous reste ensemble compensera tous ceux que nous avons perdus. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, les applaudissements résonnèrent dans la petite chapelle. Mais le moment le plus émouvant restait à venir. Gaspard tendit la main vers Camille, l'invitant à les rejoindre devant l'autel. « Mon plus grand regret, dit-il en la regardant avec tendresse, c'est de ne pas avoir été là pour te voir grandir, de ne pas avoir tenu ta main lors de tes premiers pas, de ne pas avoir séché tes larmes après tes premières chutes, de ne pas t'avoir raconté d'histoires avant de dormir. » Camille sentit un nœud dans sa gorge. « Mais ma plus grande joie, continua Gaspard, c'est de t'avoir maintenant dans ma vie. C'est de pouvoir t'appeler ma fille et d'être immensément fière de la femme incroyable que tu es devenue. » Même sans nous, Valérie prit l'autre main de Camille. « Nous ne pouvons pas rattraper le temps perdu, dit-elle d'une voix brisée. Mais nous pouvons construire un avenir ensemble, tous les trois, une famille que la méchanceté a tenté de détruire, mais qui a retrouvé son chemin dans un geste spontané et profondément symbolique. Les trois unirent leurs mains au centre, formant un cercle. Le pendentif d'émeraude brilla intensément sous la lumière filtrant à travers les vitraux de la chapelle. La réception se déroula dans les jardins d'une petite villa que Gaspard avait récemment acquise à la périphérie du village, loin du luxe ostentatoire de la demeure de Marseille. Cet endroit respirait la paix et l'authenticité. Pendant que les invités profitèrent du banquet, Camille remarqua la présence d'un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, aux cheveux sombres et au regard intense. Il se déplaçait discrètement parmi les convives, prenant des photos avec un appareil professionnel. « C'est Antoine Mercier », expliqua Étienne, qui était devenu un ami proche de la famille. « Un photographe talentueux que j'ai engagé pour immortaliser la cérémonie. J'ai pensé que vous aimeriez garder des souvenirs tangibles de ce nouveau départ. » Camille observa le jeune photographe avec un intérêt croissant. Il y avait quelque chose dans sa façon de capturer les instants, dans sa manière d'anticiper les émotions avant qu'elles ne se manifestent, qui la fascinait, comme s'il sentait son regard. Antoine leva les yeux, leurs regards se croisèrent brièvement à travers le jardin, et un courant indéfinissable passa entre eux. Il lui adressa un sourire timide avant de retourner à son travail. Mais cet échange fugace laissa à Camille une sensation de vertige étrangement agréable, au crépuscule, tandis que les derniers rayons du soleil doraient à l'horizon méditerranéen. La petite famille se réunit sur la terrasse de la villa. Gaspard avait débouché une bouteille de champagne millésimée qu'il gardait pour une occasion spéciale. Au nouveau commencement, porta-t-il un toast en levant sa coupe. Et aux secondes chances. À la vérité, qui trouve toujours son chemin, ajouta Valérie, levant son verre à son tour. À nous, compléta Camille, à la famille que nous aurions toujours dû être. Alors qu'ils observaient le coucher du soleil en silence, chacun perdu dans ses pensées, le pendentif d'émeraude resplendissait sous le dernier rayon du soleil. Comme une promesse tenue après des décennies d'attente, à cet instant parfait, avec la Méditerranée s'étendant à l'infini devant eux, ils comprirent que certaines histoires
même les plus douloureuses, pouvaient avoir un second acte, que le véritable amour, tel le lotus émergeant splendide des eaux les plus sombres, pouvait refleurir même après la plus terrible des tempêtes, et peut-être, pensa Camille en observant discrètement Antoine capturer l'instant avec son appareil photo, de nouvelles histoires commençaient tout juste à s'écrire. Autour du cou de Valérie, l'émeraude brilla une dernière fois avant que le soleil ne disparaisse complètement. Un cercle se refermait, tandis qu'un autre, tout aussi prometteur, commençait à se dessiner à l'horizon.